Bienvenue dans cette nouvelle partie portant sur les structures de données basiques en Python. Dans cette nouvelle partie, nous verrons les structures de données basiques telles que les tuples, les listes, les dictionnaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai juste 3 petites choses. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, partagez massivement la vidéo. Et troisièmement, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp et le mail qui sont affichés à l'écran. Définition. Les structures de données en Python sont des moyens permettant de stocker et d'organiser des données de manière efficace. Elles incluent les types de bases tels que les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. Dans ce cours, nous allons explorer en détail ces structures de données, leurs caractéristiques, leurs bonnes pratiques d'utilisation et les erreurs courantes à éviter. Les listes. Les listes sont des collections ordonnées et modifiables d'éléments dans Python. Elles peuvent contenir des éléments de différents types et offrent des méthodes pour manipuler les données. Déclaration d'une liste. La syntaxe de déclaration d'une liste est la suivante. Nous avons le nom de la liste, entre crochets, nous avons les éléments dont élément 1, élément 2, jusqu'à élément 1. Bien noter que les différents éléments de notre liste sont des variables qui peuvent être de n'importe quel type. Comme exemple de déclaration de liste, on peut avoir ma liste, dont le nom de notre liste est ma liste, à laquelle on affecte 1, 2, 3, la chaîne de caractères 4, et le flottant 5.0. Bien noter que liste est également un type de variable. C'est ce qui illustre le bout de code tiré des Jupyter Notebook suivant. Donc nous avons notre liste à laquelle on affecte 1, 2.3, D, F, H. Alors lorsqu'on cherche le type de notre liste grâce à la fonction type que nous avons vu dans une vidéo précédente, nous obtenons liste. Ça veut tout simplement dire que la variable liste est de type liste. Accès aux éléments d'une liste. L'accès à un élément dans une liste se fait grâce à son index. L'index d'un élément représente sa position dans la liste. Cette position est obtenue en comptant les éléments de la liste dans l'ordre de grandeur croissante en partant de l'élément se trouvant à l'extrême gauche et en commençant par 0 ou par ordre de grandeur décroissante en partant de l'élément se trouvant à l'extrême droite de la liste et en commençant par -1. Comme exemple, considérons notre liste précédemment construite. Alors nous avons ma liste à laquelle on affecte 1, 2, 3, 4, 5.0. Alors lorsqu'on dit print ma liste 2, nous obtenons 3. Cela est dû au fait que notre élément 3 dans notre liste se trouve tout simplement à la position 2 lorsqu'on commence à compter partant de 0. Lorsqu'on dit print ma liste -1, nous obtenons 5.0. 5.0 c'est le premier élément se trouvant à l'extrême droite. Donc là, on peut compter en allant dans l'ordre de grandeur décroissante en commençant par -1 à l'extrême droite. Lorsqu'on dit enfin print ma liste -2, naturellement nous obtiendrons 4. Modification d'une liste. Pour modifier un élément d'une liste, il suffit de l'indexer et de l'affecter sa nouvelle valeur. Considérons notre liste précédente, ma liste 1, 2, 3, 4, 5.0. Pour modifier l'élément 3 de sorte à avoir 8 à la place, il nous suffit d'écrire ma liste 2 à laquelle on affecte 8. Après cette opération, notre liste prend la forme suivante: 1, 2, 8, 4, 5.0. En guise d'illustration, nous avons notre bout de code suivant. Donc vous voyez très bien qu'après avoir modifié l'élément se trouvant à la position 2, c'est-à-dire 3 dans notre liste, en remplaçant cet élément par 8, nous obtenons bel et bien la nouvelle forme de liste ci-dessous. Comme bonne pratique, utilisez des noms de variables significatifs pour vos listes afin de rendre votre code plus lisible.
Utilisez les méthodes de liste intégrées telles que append, insert, remove, pop de manière appropriée pour manipuler les données. Surtout pas d'inquiétude, nous verrons ces méthodes en détail dans la partie méthodes courantes de cette formation. Évitez de modifier une liste pendant que vous la parcourez, cela peut entraîner un comportement imprévisible. Erreur à éviter. Modifier la séquence à l'intérieur d'une boucle sur cette séquence. Oubliez les 2 points lors de l'accès à un élément de liste. Nous nous retrouvons ici dans Jupyter Notebook pour l'implémentation de notre exemple en Python. Nous commençons par créer une liste vide, donc appelée notes. Ensuite, demander à l'utilisateur d'entrer les notes de 5 étudiants. Nous allons le faire grâce à la boucle for qui va nous permettre d'itérer sur les éléments se trouvant dans l'intervalle des entiers 0, 5 avec 5 exclus. Donc pour le faire, on dit que for i in range 5. Alors, à quoi renvoie ce range? Range renvoie tout simplement aux éléments se trouvant dans l'intervalle 0, 5 avec 5 exclus. Alors, illustrons cela un peu plus dans ce petit exemple-ci. Donc, lorsqu'on dit for i in range, disons in range 5, alors là, nous mettons 2 points. Surtout, ne vous inquiétez pas, nous étudierons cette boucle for plus en détail dans la partie concernant les boucles. Donc là, nous allons afficher i. Nous afficherons i. Lorsqu'on exécute, nous obtenons comme élément 0, 1, 2, 3 et 4. Donc lorsqu'on met range 5, c'est l'intervalle 0, 5 avec 5 exclus tout simplement. Alors retournons dans notre exemple. Lorsque nous itérons sur les éléments se trouvant dans l'intervalle 0, 5 avec 5 exclus, alors à note, nous allons demander une note d'étudiant et l'affecter dans la variable note. Donc nous utilisons notre fonction float pour dire que toute note d'étudiant que nous entrons ici sera tout simplement transformée en flottant. Donc pour demander maintenant la note à l'utilisateur, nous allons utiliser la fonction input. Alors voyons comment cette fonction input agit ici. Si on dit par exemple ceci à note, déclarons une variable que nous appelons note. À note, nous affectons input. Disons input. Ici, ça doit prendre en paramètre un message. Donc, entrer une note. Par la suite, nous afficherons notre note. Alors, lorsqu'on exécute ce petit bout de code, vous voyez que grâce à la fonction input, on me demande d'entrer une note. Donc, lorsque j'entre une note, par exemple 52 par exemple, que j'exécute, nous voyons que nous obtenons bel et bien que 52. Ça veut dire que puisque 52 apparaît à l'écran, ce 52-ci a été conservé dans la variable note. Alors, si on s'amuse à regarder le type de notre variable note, grâce à notre fonction type, vous voyez qu'ici on a affaire à une chaîne de caractères. Donc input permet d'assigner les éléments par défaut lorsqu'il n'y a pas eu de précision sous forme de chaîne de caractères. Alors retournons maintenant à notre exemple. Donc lorsqu'à note, nous demandons à l'utilisateur d'entrer la note de l'étudiant i plus 1. Pourquoi i plus 1? Rappelez-vous, dans notre fonction range, les éléments commencent à 0. Or que nos étudiants sont indexés à partir de 1. Donc pour ça, nous mettrons juste i plus 1. Alors maintenant, nous allons ajouter cette note entrée par l'utilisateur à notre liste note grâce à la fonction append. Maintenant, afficher la liste complète de notes. Donc nous affichons la liste complète de notes. Maintenant, nous allons calculer la moyenne des notes. Le calcul de la moyenne des notes
vous connaissez la formule, c'est la somme totale des notes divisée tout simplement par le nombre d'élèves, c'est-à-dire le nombre de notes. Pour obtenir la somme totale des notes contenues dans une liste, nous allons utiliser la fonction somme. Et pour obtenir la longueur d'une liste, nous allons utiliser la fonction del. Alors, voyons ça un peu plus dans le petit exemple ci-dessous. Si nous prenons une liste comme celle-ci, disons à liste, nous affectons, disons 5, 2, 3, 8, 9, 7, 4 par exemple. Alors, là, affichons par exemple somme, non d'abord len, la longueur de notre liste. La longueur de notre liste. Ensuite, nous afficherons la somme des éléments de notre liste. Donc, somme liste. Alors, lorsqu'on exécute, nous obtenons que la longueur de notre liste est tout simplement de 7 et la somme des éléments contenus dans notre liste nous donne 38. Alors, retournons à notre exemple et continuons notre bout de code. Alors là, nous avons calculé la moyenne des notes de notre liste et nous affichons cette moyenne juste ici grâce à la fonction print. Alors, trouvez la note maximale et la note minimale. La note maximale est trouvée grâce à la fonction max et la note minimale grâce à la fonction min. Sur cette petite partie ici, concernant la fonction max et la fonction min, j'aimerais préciser que ces deux fonctions agissent tout simplement si et seulement si les éléments d'une liste sont de même nature ou presque de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on recopie par exemple notre liste que nous avons construite précédemment et que nous remettons ça ici en bas, supposons qu'à la place de 5 ici, nous remplaçons 5 par une chaîne de caractères. Disons une chaîne comme Herman par exemple. Et à la place de 2, mettons par exemple 2.5. Alors, si on essaye d'afficher le max de notre liste, là nous obtiendrons une erreur. Cela est dû au fait qu'il y a incompatibilité entre les chaînes de caractères, les entiers et les flottants. Si on supprime cette chaîne de caractères-ci, notre chaîne de caractères Herman, et qu'on réexécute notre code, alors là nous obtiendrons que le max ici c'est 9. Donc il y a compatibilité ou presque compatibilité entre les entiers et les flottants. Ceci est dû au fait que les entiers sont inclus dans les flottants. En fait, un entier, c'est un flottant de partie décimale nulle. Alors, si on revient définir une autre liste, disons liste 2, à laquelle nous affectons par exemple, disons 2 chaînes de caractères, disons Herman, et disons Donald. Alors, affichons maintenant le max de cette liste. Donc là, ici, ça doit être liste 2. Ok. Donc ici, le max de cette liste est tout simplement Herman. Alors, retournons à notre exemple. Donc ici, nous avons affiché le max et le min de notre liste. Maintenant, nous allons demander à l'utilisateur de saisir une nouvelle note. Donc cette nouvelle note, nous allons la conserver dans notre variable nouvelle note. Donc on utilise le même procédé, float input, entrer une nouvelle note. Ensuite, nous allons remplacer la note du dernier étudiant ou bien de l'étudiant se trouvant à la dernière position de notre liste par cette nouvelle note-là. Et nous afficherons bien sûr la liste qui a été mise à jour. Donc exécutons maintenant ce bout de code-ci.
vous voyez qu'on nous demande d'entrer la note du premier étudiant, disons 12, entrée. La note du deuxième étudiant, 15, entrée. Troisième étudiant, 12,5, entrée. Quatrième étudiant, disons 17, entrée. Et la note du cinquième étudiant, disons 9,5. Alors là, nous avons la moyenne des notes qui nous donne 13,2, note maximale 17, note minimale 9,5. Entrons maintenant la nouvelle note qui va nous permettre de remplacer la note de notre dernier étudiant. Ici, nous entrons par exemple 10,5. Alors, nous obtenons donc notre liste de mise à jour, comme vous le voyez si bien ici.